parlons aujourd'hui des incohérences de la saga X-Men. En effet, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un long moment, car en effet, la saga X-Men est assez réputée pour être une saga pleine d'incohérences, en tout genre, incohérences temporelles, de personnages, de pas mal de choses. Et surtout au niveau de sa timeline, je le sais bien. Je m'étais donc dit que ce serait cool de revenir dans une grosse vidéo pour parler de toutes ces incohérences, les expliquer, et vous démontrer qu'en fait, il n'y a pas tant d'incohérences que ça dans la saga X-Men, et que la plupart des incohérences sont plus des incompréhensions qu'autre chose. D'ailleurs, fun fact, c'est pareil, c'est une vidéo que j'avais fait depuis un long moment et que j'avais préparée, mais suite à Deadpool et Wolverine, je me suis dit que je pouvais la refaire et l'améliorer un petit peu. Donc voilà, la vidéo va être assez longue et j'ai mis évidemment des catégories en timecode. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Alors, évidemment, je le répète dans plusieurs vidéos où j'en ai déjà parlé, mais avant toute chose, il faut bien mettre au clair sur ce qu'est la timeline de la saga X-Men. Car la plupart des incohérences que certains vont trouver vont être expliquées directement ici. C'est très simple, la saga X-Men est divisée en deux. Tout d'abord, on a X-Men le commencement, premier film X-Men, jusque là tout va bien, qui est le premier film de la timeline. On enchaîne ensuite avec X-Men Origins Wolverine, qui montre les origines de Logan, la trilogie X-Men, logique, Wolverine le combat de l'immortel qui se passe 7 ans après, et enfin X-Men Days of Future Past. Suite à ce film, la timeline est totalement réécrite. Vous le savez, Logan voyage dans le temps en 1973, et à partir de là, l'histoire change complètement. Ce qui fait que suite à ça, tous les films précédents sont effacés, littéralement ils n'ont plus eu lieu, et sont remplacés par X-Men Apocalypse, Dark Phoenix, la trilogie Deadpool. Maintenant on le sait, Deadpool 3 se passe bien après en 2024 dans cette nouvelle timeline, suivi ensuite de New Mutant et enfin Logan qui est le chapitre final. Encore une fois, j'ai une vidéo dédiée à la timeline plus en profondeur si vous voulez aller la voir pour plus d'explications. Mais donc à partir de ça déjà, vous savez déjà, grâce à ce schéma vous pouvez vous rendre compte que certaines incohérences n'existent pas. Je pouvais voir certains qui comprenaient pas pourquoi Mystique était morte dans Dark Phoenix et pourtant elle était là dans X-Men 1, et même toute la trilogie. C'est tout simple, ça ne se passe pas dans la même timeline. Donc avant de crier, j'allais dire aux incohérences, regardez si ça se passe dans la première ou la deuxième timeline, et si tout se suit normalement. Mais néanmoins, évidemment, ça n'explique pas tout, et il y a certaines incohérences, on va dire, au sein des timelines, c'est-à-dire au sein de la trilogie X-Men ou de l'autre saga après, qui peuvent parfois subvenir. On va donc tenter d'y répondre dans cette vidéo. Donc, nous allons commencer par une qui est assez connue, qui est liée au Professeur X, et qui concerne la première timeline. En effet, vous le savez, le Professeur X perd l'usage de ses jambes en 1962. À la fin du film, vous le savez, il se prend une balle dans la colonne vertébrale. Il ne peut plus marcher. Cependant, on le voit dans X-Men Origins Wolverine, donc en 79, en train de marcher et de parler à Cyclope, il vient récupérer les mutants. On le voit ensuite dans un autre flashback encore, dans les années 80, 86 il me semble, où pareil, il marche et il va voir Jean Grey. Cependant, il est de nouveau handicapé après. Comment expliquer tout cela? C'est assez simple, X-Men Days of Future Past a déjà répondu à ça. Hank McCoy, le fauve, a réussi à créer un sérum qui lui permet de remarcher. Le problème du Professeur X, c'est qu'il en prend beaucoup trop, et qu'à force d'en prendre trop, ses pouvoirs sont supprimés. C'est l'effet secondaire et c'est pour ça que ce sérum est néfaste pour lui. Et dans ce cas, vous allez me dire, très bien, mais alors pourtant, on le voit utiliser ses pouvoirs dans X-Men Origins Wolverine et le flashback de X-Men 3. Donc pourquoi? Ça peut s'expliquer de deux manières. Déjà, je pense que dans X-Men Origins Wolverine, le Professeur X n'est pas vraiment ici. Je pense que c'est une projection mentale, tout simplement parce qu'il fait très fake. Alors ça, c'est dû aux effets spéciaux du film, je le sais bien, mais honnêtement, ça peut s'expliquer comme ça. Et il y a donc quelqu'un qui l'attend dans l'hélicoptère à côté. Mais vous allez me dire, pour X-Men 3, pas vraiment, il est là en personne et utilise ses pouvoirs. Donc comment fait-il? À ça, il y a deux explications. La première, c'était celle qui était déjà plus ou moins donnée dans Days of Future Past, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à force de surutiliser ce sérum que ça lui supprime sa mutation au fur et à mesure. Donc peut-être que s'il en prend un tout petit peu, il peut marcher temporairement et avoir ses pouvoirs. Et peut-être que le sérum n'agit plus après, c'est totalement possible. Ou alors, Hank McCoy avait tout simplement amélioré la formule et lui supprimait plus ses pouvoirs. Pareil, c'est totalement possible aussi. Donc jusque là, oui, c'est un peu surprenant, mais explicable. Donc pas vraiment d'incohérence. On passe ensuite à Hank McCoy, le fauve, avec une toute petite incohérence dont on va parler. En effet, vous le savez, il se transforme en fauve en 1962 après avoir raté sa formule pour se guérir, et devient le vrai fauve. On le revoit ensuite aussi dans X-Men 3, plus tard et plus vieux. Cependant, certains oublient qu'il fait une petite apparition dans X-Men 2. Alors en vrai, oui, celle-là elle compte à moitié parce que c'était juste un clin d'œil qu'autre chose, mais bon, c'est pas grave. Mais il apparaît à la télé sous forme humaine. Pareil, certains vont me dire, comment est-ce possible? Là encore une fois, on a déjà la réponse. Hank a fait un sérum pour contrôler sa mutation. On le sait dans Days of Future Past, donc il l'a tout simplement utilisé à cette époque. Peut-être d'ailleurs que ça peut être justifié par le fait qu'à ce moment-là, les mutants sont vraiment craints, et du coup pour apparaître à la télé, il a utilisé son sérum, et que dans X-Men 3, puisque le monde va mieux, on va dire au début, il s'est laissé aller tout simplement, et il s'est accepté enfin. C'est aussi l'enjeu du personnage. D'ailleurs, par rapport à lui, je précise quand même,
Il a souvent eu des changements de design, si vous remarquez, entre X-Men 3, le commencement et après les films qui suivent, et même The Marvel, si on le compte, puisqu'a priori la scène se passerait dans la saga X-Men. Et ben, bon alors déjà, un redesign n'est jamais en soi une incohérence, c'est comme les changements d'acteurs. Il y a bien Hulk, Thanos, l'Abomination qui ont changé de design dans le MCU, personne n'en a jamais parlé. Mais pour le Fauve, sinon, ça peut s'expliquer sans doute que justement son sérum l'a encore fait évoluer. C'est assez logique. Mais c'est pas une vraie incohérence. Ensuite, on va passer au Cérébro avec pareil une petite incohérence, enfin, soi-disant. En effet, vous le savez, dans X-Men le commencement, on peut voir que le Cérébro est créé par le Fauve en 1962. Cependant, dans la première trilogie X-Men, Charles explique à Wolverine que il ne peut pas retrouver Magneto avec le Cérébro parce qu'il y a une faille dans le système, car Magneto l'a aidé à le construire. Alors comment expliquer cette histoire? Eh bien déjà, tout simplement, je rappelle que le Cérébro de X-Men, le commencement, s'est fait détruire, ce n'était un prototype. Donc il a été reconstruit plus tard. Dans Days of Future Past, on peut voir, dans les années 70, que le Cérébro a bien été reconstruit avec Hank McCoy. Donc pareil, c'est bien, mais ça n'explique pas comment Magneto l'a aidé à le construire. Et bah ça, il y a deux solutions. Déjà la première, c'est qu'on voit que dans les années 80, Charles et Magneto étaient de nouveau réconciliés et de nouveau amis. Tout est possible, peut-être qu'à ce moment-là, Magneto l'a aidé à améliorer, à recréer un nouveau Cérébro plus performant, on n'en sait rien. Et ça expliquerait d'ailleurs aussi le changement de design entre les films, donc c'est totalement possible, et c'est à ce moment-là que l'histoire se serait faite. Ou alors, peut-être, à l'époque de X-Men le commencement, quand ils étaient dans le manoir, Charles, le Fauve et Magneto ont peut-être eux-mêmes commencé à travailler sur un prototype sans qu'on le voie à l'écran. C'est totalement possible aussi. Donc pas d'incohérence. Maintenant, on va passer à une catégorie un peu amusante, c'est les personnages doublons. C'est-à-dire des personnages qui apparaissent et dont on voit une autre version après, dans la même timeline, ce qui n'est pas très cohérent. Je vais tous les citer et les expliquer bien sûr. A noter que je vais en oublier certains exprès puisqu'ils ne sont pas dans la même timeline, tels que par exemple Angel qui apparaît dans X-Men 3 mais aussi dans X-Men Apocalypse. Ce n'est pas la même timeline donc pas d'incohérence. Enfin ça je vous en reparle après, il y a une espèce de semi-incohérence mais qui n'est pas vraiment là. Mais bref, je vais donc parler des personnages qui sont doublons dans la même timeline, j'insiste dessus. La première qui est problématique, c'est Moira MacTaggert. En effet, vous la connaissez, agent de la CIA qui est devenu proche du Professeur X, on le voit dans X-Men le commencement et qui était avec les premiers X-Men, dont Charles a fait effacer la mémoire. On la revoit ensuite dans X-Men Apocalypse, mais ce n'est pas la même timeline, rappelez-vous, donc on va pas la compter pour cette histoire. Cependant, dans X-Men l'affrontement final, donc X-Men 3, on a un personnage assez tertiaire du film, qui est le docteur Moira MacTaggert, et qui s'occupe d'un patient. Et alors là, vous allez me dire comment concilier les deux personnages. Parce qu'en effet, on a une qui a plus ou moins la trentaine dans les années 60, et une autre qui a, pareil, semble-t-il, la trentaine en 2006. Pour le coup, là, c'est une grosse incohérence. Comment expliquer ça? Sachant que les deux, en plus, sont proches du Professeur X. À ça, il y a donc deux explications possibles. Soit ce personnage est la fille de l'ancienne, on va dire, Moira MacTaggert. Ça arrive que des gens utilisent les mêmes noms pour leurs enfants. Ça se fait beaucoup aux États-Unis d'ailleurs. Mais évidemment, je suis d'accord, c'est une solution très facile. Mais la deuxième solution, et qui selon moi est plus logique, c'est tout simplement le même personnage. Juste, ils se sont trompés d'actrice. Et l'actrice qui la joue est bien trop jeune par rapport à ce qu'elle est censée être. Ou alors elle est très bien conservée, mais ça c'est autre chose. Bon, évidemment, c'est une blague, mais faut le voir comme ça. Ils se sont juste trompés d'actrice. L'actrice qu'on voit dans X-Men 3 devrait être plus âgée. Plus ou moins vers l'âge de Professeur X au final. Voilà. Et sur le fait qu'elle soit docteur et plus agent de la CIA, ça peut être une évolution tout simplement. Elle a progressé au sein de la CIA, et au bout d'un moment peut-être c'est, comme dans les comics j'allais dire, c'est plus orienté sur la défense des mutants et est devenu docteur, avec toutes ses connaissances, c'est totalement possible. Ensuite on va passer maintenant à un autre personnage qui est Bolivar Trask. En effet, on a ce personnage qui apparaît dans X-Men l'affrontement final qui est joué par Bill Dukes, qui se passe en 2006. Alors que dans Days of Future Past, on a Bolivar Trask qui apparaît et qui est incarné par Peter Dinklage, en 1973. Comment concilier les deux, puisque le vrai docteur Bolivar Trask est mort dans les années 70, ils n'ont même pas la même couleur de peau, etc. Et bien pour celui-là c'est assez simple, ce n'est tout simplement pas le même personnage. En effet, le personnage de Bill Dukes dans X-Men 3 est juste appelé le secrétaire Trask, jamais Bolivar Trask. Des gens qui ont le même nom de famille, ça existe. Et vu la différence, j'allais dire, de physique entre les deux acteurs, ça me paraît évident. Alors oui, évidemment que l'intention d'origine c'était de faire un clin d'œil à Bolivar Trask des comics. Il me semble que dans des cartes promotionnelles du film il est appelé Bolivar Trask, mais c'est pas dans le film, et ce qui n'est pas dans le film, c'est pas canon. Donc il s'agit tout simplement d'un autre personnage. Après certains, j'avais vu, avaient théorisé pour essayer de lire tout ça, qui ont fait remarquer que Bolivar Trask dans Days of Future Past est assez proche de sa secrétaire, qui est noire, du coup que ça pourrait être éventuellement un enfant, tout ça, bon. Ça j'allais dire, faites ce que vous voulez avec ça, mais bon, sur les faits c'est pas le même personnage tout simplement, et ils n'ont pas l'air liés du tout. Ensuite on va passer à une qui a fait beaucoup parler à l'époque, je m'en souviens, c'est le personnage de Emma Frost. En effet, on a une première version qui apparaît dans X-Men le commencement,
donc dans les années 60, et une autre version qui apparaît donc dans X-Men Origins Wolverine en 1979, jouée par une actrice d'ailleurs beaucoup plus jeune. Sachant que la Emma Frost est morte dans les années 70, de ce qu'on sait. Celle de X-Men le commencement. Pareil, comment concilier les deux? Alors comment concilier les deux? Et ben encore une fois, c'est très simple, et ça c'est factuel, ce n'est tout simplement pas du tout le même personnage. Je vais mieux l'expliquer, mais en soi, c'est deux personnages, j'allais dire deux femmes blondes, qui se transforment en diamant. Sans compter qu'une a pas ses pouvoirs télépathiques, et que son diamant a l'air beaucoup moins, j'allais dire, puissant que celle de X-Men le commencement. Et je suis désolé, mais parmi les X-Men, il y en a plein qui ont les mêmes pouvoirs. Il y a plein de télépathes, plein de gars avec des facteurs de régénération, deux blondes qui se transforment en diamant, ça me paraît pas si impossible. Mais de toute manière, dans le film, on sait que ce ne sont pas les mêmes personnages. Comme j'ai dit, il y a la première qui est vraiment Emma Frost, mais celle de Origins Wolverine, c'est la sœur de Kayla Silverfrost. Et dans les crédits, elle est appelée la sœur de Kayla, Emma. Donc c'est Emma Silverfox, ce n'est pas Emma Frost. Alors oui, évidemment que l'intention de base, évidemment, c'est de faire un clin d'œil au personnage. Même l'actrice, dans une interview, avait dit que c'était Emma Frost. Mais c'est pas dans le film, encore une fois, c'est pas dans le film, c'est pas canon. Après, j'ai si vous voulez pas y raccrocher les wagons, vous pouvez vous dire au pire que quoi, les deux sont les filles de Emma Frost, pourquoi pas, si vous voulez. Mais bref, si on parle juste du canon du film, ce n'est juste pas les mêmes personnages. Donc pas d'incohérence. Ensuite d'ailleurs, on va passer à un autre personnage qui est William Stryker. Alors lui, il n'y a pas vraiment d'incohérence, mais vous allez comprendre où je vais en venir. Alors déjà, il y a un personnage qui s'appelle William Stryker dans X-Men le commencement, qui est très vieux, qui fait partie de l'armée. Et on a un autre William Stryker qu'on voit dans les films Wolverine, dans la saga X-Men, tout ça. Alors, ça c'est très simple. Le vieux monsieur qu'on voit, c'est William Stryker senior. C'est le père de William Stryker, il le mentionne même dans le film. Il a un fils qui s'appelle aussi William. C'est donc le futur William Stryker qu'on connaît, l'ennemi de Wolverine. Donc pas d'incohérence, c'est juste son père. Mais le vrai problème, j'allais dire, avec Stryker en général, c'est qu'on a eu 3 acteurs pour le jouer. Ce qui peut prêter à confusion, évidemment. Et donc, comme j'ai dit, ça peut porter à confusion, mais si on s'en fie à la logique, et à l'âge des acteurs au moment où ils ont joué les rôles à leurs périodes différentes, ils sont tous plus ou moins nés à la même période. Donc il n'y a aucune incohérence par rapport au personnage de William Stryker. La seule, j'allais dire, incohérence qu'il y a, c'est que l'acteur qui le joue dans Origins Wolverine devrait être un petit peu plus jeune à l'époque de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire au début du film. C'est pour ça que l'acteur de Days of Future Past, pour le coup, convient un petit peu mieux. Mais si on prend le reste en général, certes, évidemment, ça peut, encore une fois, prêter à confusion d'avoir 3 acteurs différents pour le même personnage, mais c'est le même, et il n'y a pas d'incohérence, que ce soit au niveau de l'âge et des interprètes. Donc voilà. Nous allons passer donc maintenant à une nouvelle catégorie. Alors vous allez me dire peut-être que j'ai oublié Dan Sabre, Victor Creed, et lui je le garde pour après. C'est fait exprès. Mais nous allons donc passer maintenant à la résurrection du Professeur X. En effet, dans X-Men 3, vous le savez, le Professeur X se fait tuer par le Phénix. Et ensuite Logan découvre qu'il est vivant dans la scène post-crédit de Wolverine, le combat de l'immortel. Et ensuite ils sont de nouveau ensemble dans X-Men Days of Future Past, dans le futur. Et sa résurrection n'est pas expliquée dans Days of Future Past. Alors comment expliquer tout ça? Et ben en fait, tout était déjà expliqué dans X-Men 3. Il suffisait de regarder la scène post-crédit. Et c'est même mis en place au début du film. En effet, le Professeur X parle du fait qu'un télépathe serait si puissant qu'il pourrait téléporter son esprit dans le corps de quelqu'un d'autre et en prendre possession. Ce qu'il fait littéralement dans la scène post-crédit où il se réveille dans le corps du malade gardé par le docteur Moira McTaggart qu'on avait vu déjà dans le film. C'est ainsi qu'il a échappé à la mort. Mais alors vous allez me dire pourquoi il a la même apparence qu'avant. Ça pour le coup c'est très bizarre. Alors ça je suis d'accord, en fait il faut être attentif, mais surtout c'est vrai écouter les commentaires audio du film, où en fait ils expliquent que le patient qu'on voit là, donc, qui est malade, a comme initiale P. Xavier. En fait il s'agit du frère jumeau du Professeur X, car dans la saga X-Men Charles avait un jumeau, petite rêve d'ailleurs à Cassandra Nova de Deadpool 3, et il a détruit son esprit quand ils étaient dans le ventre de leur mère, ce qui l'a mis en état de mort cérébrale. Et il a été maintenu toute sa vie dans cet état-là. C'est donc pourquoi Charles, vu que c'était son frère jumeau, a exactement la même apparence quand il revient. Mais alors pareil, vous allez me dire, mais malgré tout, dans ce cas-là, le Professeur X devrait néanmoins pouvoir marcher, du coup, puisque son frère jumeau, à ce qu'on sache, ne s'est pas pris une balle dans la colonne vertébrale. Et alors ça, sur le principe, je vais vous dire oui, mais pour justifier ça, je me prends sur les comics, c'est le fait que des fois, Charles passait tellement de temps conditionné dans ce corps, son corps, je veux dire handicapé, sans utiliser ses jambes, qu'en fait, il n'arrive tout simplement plus du tout à marcher. Et son cerveau ne fait plus la liaison et n'arrive plus à concevoir même l'idée de marcher. C'est un truc qui existe en comics, donc j'imagine que ça s'applique au film. C'est tout simplement Charles qui n'a vraiment plus l'habitude, j'allais dire, de pouvoir utiliser ses jambes et il n'y arrive donc pas. Donc voilà, et évidemment ça il n'allait pas l'expliquer dans Days of Future Past. Dans la timeline ça fait genre plus de 10 ans que les événements se sont déroulés, voire même presque 20 ans il me semble. Donc bon, ils vont pas le répéter. Passons ensuite justement à une incohérence liée, c'est par rapport aux griffes de Wolverine. En effet, rappelez-vous, Logan se fait couper ses griffes en adamantium par le samouraï d'argent, dans le combat de l'immortel. Ensuite, il a ses griffes en os qui repoussent. Logique. Cependant, quand on retrouve Logan dans Days of Future Past, il a de nouveau ses griffes en adamantium.
Comment est-ce possible? Alors déjà par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'explication, bah déjà c'est assez logique. Il s'est passé encore une fois 10 ans entre les événements de Wolverine le combat de l'immortel et Days of Future Past. Il n'y a aucune raison pour qu'il explique à l'écran ce qui s'est passé. Ça c'est normal. Mais alors comment a-t-il retrouvé l'adamantium? Et ben ça, pour moi la réponse est même ultra évidente. Il a passé 8 ans en compagnie de Magneto. 8 ans en compagnie de Magneto, je pense que ça explique tout seul comment il a récupéré ses griffes. Soit ils ont retrouvé une source d'adamantium, justement on sait qu'Ashida en avait plein, et Magneto lui en a remis par-dessus, ou alors il a même utilisé pourquoi pas le squelette de Wolverine, ce qu'il y avait déjà sur lui, pour étirer on va dire, et reformer le métal avec les griffes. Magneto peut tout faire avec le métal, hein. Donc ça me paraît assez logique, et pour aller affronter les sentinelles, j'imagine qu'il serait bien mieux équipé avec des griffes en adamantium. Donc voilà, la réponse, j'allais dire, vient d'elle-même. Pas d'incohérence. Maintenant on va passer à d'autres incohérences plus mineures, avec une que je gardais, c'est le personnage de Dents de Sabre, Victor Creed. Vous allez vous demander pourquoi donc je ne l'ai pas mis dans la catégorie des personnages doublons. Et bien tout simplement parce que c'est le même personnage. Alors en effet, rappelez-vous, le personnage apparaît dans Origins Wolverine, on suit toute son histoire avec Logan, c'est son frère, ils font les guerres ensemble, et à la fin il disparaît après avoir trahi Stryker. Et ensuite on retrouve le personnage dans X-Men 1, avec un design totalement différent, bon pas le même acteur, même si ça c'est pas une incohérence, ni le design d'ailleurs en général, mais bon. Et il est avec Magneto, et il ne sait pas qui est Wolverine. Comment expliquer tout cela? Alors on a déjà quand même des indices sur le fait que Dents de Sabre s'intéresse particulièrement aux plaques militaires de Wolverine dans le film, mais en fait l'histoire est expliquée dans un comics préquel à X-Men 2, qui est sorti des années avant Origins Wolverine, ce qui est assez marrant, et qui lit parfaitement les histoires. En fait, Victor retrouve Logan entre les événements de X-Men 1 et X-Men 2, ils se battent un petit peu, et ils commencent à parler, car ils se rendent compte qu'ils sont liés. Ils ont en effet les mêmes plaques militaires, ils ont l'impression de s'être déjà battus ensemble, et commencent à discuter. Victor lui dit qu'il n'a plus la mémoire depuis, pareil, une quinzaine d'années comme Wolverine. Ils comprennent donc qu'ils sont liés, se font attaquer par des hommes de Stryker, capturés, et arrivent à s'évader. D'ailleurs, Victor finit prisonnier par Stryker, qui lui injecte l'adamantium, et comme il l'avait prédit des années avant, ça ne fonctionne pas. Victor aussi, donc comme je l'ai dit, qui avait aidé à échapper Wolverine, des mains de Stryker. On retrouve d'ailleurs Victor plus tard, dans le jeu vidéo X-Men qui est canon, qui se passe avant le 3, où il a de nouveau rejoint la team de Magneto. Et évidemment, on ne sait pas ce qu'il devient plus tard. Et ben comme je viens de vous l'expliquer avec ces comics, tout s'explique. Victor est bien le même personnage, il a en effet perdu la mémoire entre Origins et X-Men 1, dû à Stryker d'ailleurs, ça c'est officiel, et c'est pour ça qu'il ne reconnaît pas Logan, c'est tout simple. Et par rapport au niveau du design, alors bon, comme j'ai dit, c'est pas une incohérence en soi, mais c'est vrai qu'en comics, il a ce qu'on appelle les mutations secondaires, et Dents de Sabre en particulier évolue avec le temps de manière plus sauvage. Donc c'est tout simplement sa mutation qui fait effet. Par ailleurs, un truc que j'ai bien aimé, parce que c'est pour ça que je le rajoute, c'est que dans Deadpool 3, on nous a redit que le Dent de Sabre, même sauvage, était bien le frère de Wolverine, dans la timeline de Deadpool, c'est-à-dire Terre 10005. Ce qui reconfirme encore une fois ce que j'ai dit. Donc aucune incohérence pour Dents de Sabre. Ensuite passons à une nouvelle incohérence, plus ou moins, qui est liée à Deadpool cette fois-ci, c'est par rapport au personnage de Colossus. En effet, Colossus qui apparaissait dans la première timeline qui s'est fait effacer et réécrite. Et on le voit donc dans Deadpool, avec un design totalement différent, un autre acteur, même une autre façon de parler, là il est vraiment russe. Alors que pourtant, on voit Colossus dans Days of Future Past pendant une petite scène à la fin, dans la nouvelle timeline, où il est en forme humaine avec l'ancien acteur de l'ancienne trilogie. Pareil, comment expliquer ça? Et ben ça, je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas une incohérence, c'est tout simplement un changement de design. Alors oui, évidemment que c'est très trompeur et que ça porte à confusion, je le sais bien, mais ce Colossus là, et celui de Deadpool et celui de Days of Future Past qu'on voit dans l'épilogue, est le même, tout simplement. Donc pas d'incohérence. D'ailleurs par rapport à l'accent russe, peut-être que dans cette timeline, Colossus a passé plus de temps en Russie. Voilà. Une autre incohérence à l'époque que des gens avaient remarqué, c'est par rapport à Kitty Pryde. En effet, dans la première trilogie X-Men, on la voit évidemment qui passe à travers les murs, c'est normal, c'est son pouvoir. Cependant, dans Days of Future Past, elle peut toujours faire ça, mais aussi renvoyer les gens dans le passé. Et vous allez me dire, mais d'où ça sort ce pouvoir? Et bien en fait, pareil, il y a une explication totalement rationnelle, c'est tout simplement une mutation secondaire, un deuxième pouvoir. Plein de mutants ont ça. Chez Marvel, on peut penser à Emma Frost, qui a la forme diamant et les pouvoirs télépathiques. Techniquement parlant, un peu Wolverine aussi, parce qu'il a la régénération et les griffes, vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, ces mutations se déclenchent plus tard, donc pas d'incohérence avec Kitty Pryde. Et pour le fait qu'elle fasse voyager dans le temps, en fait, c'est aussi un clin d'œil, parce que dans les comics Days of Future Past, dans le comics d'origine, c'est elle qui voyage dans le temps. Voilà. Ensuite, une autre histoire que je trouvais un peu amusante, parce que les gens n'ont pas remarqué, c'est par rapport au vaccin anti-mutant qui est dans X-Men 3. En effet, rappelez-vous, Magneto se fait injecter ce sérum à la fin du film, et perd évidemment ses pouvoirs. Cependant, on le voit dans Days of Future Past, et il peut de nouveau contrôler le métal. Comment, encore une fois, expliquer cela? Et ben la réponse, on l'a déjà dans X-Men 3, à la toute fin du film.
En effet, Magneto, rappelez-vous, essaie de faire bouger une pièce d'échec, et y arrive. Ce qui montrait dès X-Men 3 qu'en fait le vaccin était temporaire, il ne fonctionne pas à long terme. C'est d'ailleurs montré aussi avec Malicia qui avait pris le vaccin dans X-Men 3, et qu'on retrouve dans Days of Future Past, en tout cas dans la version longue, avec les pouvoirs qui fonctionnent. Donc ça ne fonctionne tout simplement pas. Enfin en tout cas pas de manière permanente. Voilà. Ensuite il y en a une autre que je trouvais un peu intéressante, même si elle s'explique d'elle-même aussi, c'est la relation entre Professeur X et Mystique. En effet dans X-Men le commencement, on apprend qu'ils ont grandi ensemble. Enfin plus ou moins il l'a adopté quand il avait à peu près 12 ans. Et ensuite ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que vous le savez, elle le quitte pour aller avec Magneto. Une relation qu'on peut voir beaucoup plus d'ailleurs dans la deuxième timeline, avec Days of Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix. Cependant dans la première trilogie, rappelez-vous, Mystique et le Professeur X se croisent une ou deux fois, et n'ont pas vraiment l'air de se connaître, en tout cas ils ne se parlent absolument pas, et n'ont pas l'air proches du tout. Et certains ont pu se demander pourquoi. Mais en vrai, Days of Future Past répond déjà à cette explication. C'est tout simplement que Mystique a passé 40 ans éloignée de Charles. 40 ans où elle est devenue une tueuse et qu'elle a perdu son âme, et qu'ils se sont totalement perdus de vue. Ce qui explique aussi pourquoi le fauve la connaît dans X-Men 3, mais semble s'en ficher un petit peu. Vous imaginez 40 ans sans voir une personne? C'est un peu abusé. Et Mystique, comme ils l'ont dit, a totalement changé et n'avait vraiment rien à faire avec Charles. Chose qui a du coup changé dans X-Men Days of Future Past. Mais à la base c'était ça. Donc, sur le fait qu'ils n'ont pas l'air de se connaître, c'est tout simplement que 40 ans ont passé et qu'ils ne se sont a priori jamais revus. En tout cas, n'étaient plus proches. Et avec toutes les années, le ressentiment, enfin bref, ça paraît assez évident qu'ils se sont séparés de plus en plus. Ensuite, alors là, il y a un autre truc dont je voulais parler éventuellement, c'est par rapport à des incohérences de date et de naissance. En effet, vous savez, Wolverine change la timeline à partir de 1973. Mais techniquement, tout ce qui s'est passé avant ne devrait pas être modifié. On est d'accord. Et alors certains vont me dire, mais pourquoi certains personnages ont l'air jeunes ou vieux différemment en fonction des deux timelines. Par exemple, Jean Grey, qui est enfant, enfin qui a l'air enfant dans le flashback de X-Men 3, dans les années 80, alors que dans Apocalypse, la nouvelle timeline qui se passe aussi dans les années 80, elle a une quinzaine d'années. Alors en fait déjà pour Jean Grey, il n'y a pas vraiment d'incohérence, puisque dans X-Men 3, l'actrice avait 12-13 ans. Quoi en vrai, il n'y en a pas. Mais en effet, il y en a pour certains qui sont un peu compliqués. On peut penser à Angel, qui est dans X-Men 3, et dans... on va dire qu'il y a quoi, une vingtaine d'années dans X-Men 3, et qu'on voit dans Apocalypse, dans les années 80, qui a la vingtaine. On peut penser aussi même à Deadpool, qui était déjà un vrai adulte, j'allais dire, dans les années 70, et qui pourtant a quoi, la quarantaine en 2016-2018, dans la nouvelle timeline. Et bien en fait ça, il y a deux explications. Bon déjà certains personnages sont explicables comme Jean Grey, qui en fait n'a pas des dates si différentes que ça, comme Cyclope d'ailleurs, au passage. Il suffit juste de regarder exactement quand les films se passent. Mais par rapport à d'autres personnages, comme j'ai dit, par rapport à Angel, Psylocke par exemple aussi, qui est présent dans les deux timelines et qui est totalement différente, ou même Deadpool, et la situation peut être expliquée de deux manières. Soit ce sont les parents de ces personnages-là. Bon, vous allez me dire, c'est un peu facile et peu crédible, mais en vrai, c'est possible. Rien que Angel, dans X-Men 3, il a le même nom que son père et que son grand-père, donc c'est pas si incohérent que ça, j'allais dire. Mais la vraie réponse, j'allais dire, et c'est ce qu'un des producteurs avait donné, c'est qu'en fait, le voyage de Logan a fait un effet Flashpoint, comme dans les comics de Flash. Et dans le film Flash, d'ailleurs, il l'explique pareil. C'est-à-dire qu'en fait, en remontant dans le temps, Logan n'a pas seulement changé le futur, il a modifié quelques éléments aussi du passé. En gros, c'est comme s'il avait envoyé une vague vers le bas et vers le haut de la timeline. Ce qui fait que certains événements ont été un petit peu modifiés. Donc on a des personnages qui peuvent naître plus tôt, naître plus tard, par exemple, comme j'ai dit, Deadpool, Angel ou d'autres personnages comme Psylocke. En soi, pas tant d'incohérence que ça. Hein. Et comme j'ai dit, vu que c'est deux timelines différentes, c'est assez logique. Et de toute façon, les producteurs l'ont expliqué comme ça, donc il n'y a pas d'incohérence, c'est juste la timeline qui a été réécrite un petit peu au-delà des années 70. Ensuite, on va passer plus par rapport à Jean Grey, en parlant un petit peu du Phénix. En effet, vous le savez, il y a la Force Phénix qui rentre dans Jean Grey dans le film X-Men Dark Phoenix. La Force Phénix rentre en elle et elle devient très forte. Cependant, dans X-Men Apocalypse, quand elle tue justement ce dernier, on peut voir qu'elle a une forme justement de Phénix, comme un oiseau de feu qui sort d'elle, et elle tue Apocalypse. Comment expliquer tout ça ? En fait, il y a deux explications. La première, c'est que dans les films X-Men, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la double personnalité maléfique de Jean Grey qui s'appelle le Phénix, qui était déjà dans la première timeline, vous le savez, qui était dans X-Men 3. Et en fait, c'est ça qu'on voit dans X-Men Apocalypse. C'est cette puissance qui détruit Apocalypse sans être totalement maléfique cette fois-ci. D'ailleurs, on peut voir à un moment quand elle fait un cauchemar dans le film que sa double personnalité se réveille. Mais du coup, quand même, tout cet aspect Phénix, j'allais dire, et même l'oiseau de feu qu'on voit dans Apocalypse, évidemment on se dit mais c'est pas logique, ça devrait être ça la Force Phénix. Et vu qu'elle arrive en elle dans Dark Phoenix justement, on se dit mais c'est pas possible. Et en fait à ça, il y a déjà une explication qu'on n'a malheureusement pas pu voir, c'est que vous savez que le film X-Men Dark Phoenix a été beaucoup changé dû au rachat de la Fox par Disney.
Et à la base, ce film était prévu pour être en 2 parties. Et en fait, on devait apprendre dans ces films que Jean Grey avait en effet déjà une part de la Force Phoenix en elle. A priori, ça vaut d'ailleurs pour les 2 timelines, hein, que ce soit la première trilogie ou la deuxième. Et c'est pour ça que dans X-Men Dark Phoenix, la Force Phoenix est venue sur Terre. C'était tout simplement pour retrouver Jean Grey et rentrer en elle. Et ça donc c'est officiel. C'est pour ça que dans Apocalypse, du coup, elle avait déjà un peu la Force Phoenix quand elle l'a tué. Le seul problème, c'est que malheureusement, puisque les films ont été annulés par Disney, on n'a pas pu voir l'explication directement. Mais encore une fois, ce n'est pas une incohérence du coup. Restons maintenant sur des problèmes, j'allais dire, de timeline, avec une autre incohérence qui n'en est pas vraiment une. C'est qu'on apprend donc dans Days of Turpas que les sentinelles sont préparées depuis les années 70. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi les sentinelles n'arrivent que aussi tardivement dans la timeline, c'est-à-dire en 2023? Bah en fait, il y a 2 explications, mais la première, elle est déjà donnée directement dans le film. La recherche pour les sentinelles a pris des décennies, pour en arriver en tout cas à ce modèle. Donc pendant tout ce temps, bah, les sentinelles Mark X, donc celles qu'on voit qui adaptent les pouvoirs, étaient fabriquées, et elles ont surtout été terminées grâce à Malicia, qui était capturée par les scientifiques. Et c'est en gros la fusion des pouvoirs de Malicia et Mystique qui a réussi à créer ces sentinelles surpuissantes. Mais mis à part ça, les sentinelles ont toujours existé dans la timeline. En effet, déjà dans le jeu vidéo canon qui se passe avant X-Men 3, il y avait un sous-programme que Stryker avait fait qui montrait aussi des sentinelles, y compris le Master Mold d'ailleurs. Alors c'est des sentinelles assez différentes de celles de Trask. En effet, c'était un plan que Stryker avait fait. Ce ne sont pas les sentinelles, j'allais dire, qu'on voit dans les films. On peut en revoir d'ailleurs une dans la salle des dangers dans X-Men 3, et ces sentinelles-là viennent du jeu vidéo justement, donc faites par Stryker. Et on a quelques trucs canons qui étaient sortis à l'époque, des vidéos, des articles promotionnels, qui expliquent que les sentinelles sont présentes en fait, et agissent sur la population depuis à peu près 2011. Même si c'était pas encore les sentinelles, vous le savez, Mark X, qui elles sont apparues en 2013. Donc voilà, aucune incohérence avec les sentinelles, encore une fois. Pareil, plein de gens d'ailleurs disaient que ma mystique devait être morte après les expériences qu'on a fait sur elle. Pour les sentinelles, non, jamais, ça n'a jamais été dit. Elle s'est tout simplement échappée d'une manière ou d'une autre après ces événements. Pareil, vite fait pour Magneto. Beaucoup de gens trouvaient ça bizarre, l'assassinat de Kennedy. Dans la première saga de la timeline X-Men, on n'en parle jamais. Certes, mais ça n'empêche pas que ces événements ont eu lieu. Ça explique d'ailleurs pourquoi ils ont déjà des prisons de plastique faites pour lui, au passage. Et alors d'ailleurs sur comment il est sorti dans la première timeline, ben ça on le sait pas. On sait que dans les années 80 il était libre. Ça peut être de plein de manières. On sait qu'il était innocent. Donc peut-être que le vrai coupable a été trouvé et qu'il a été innocenté. Peut-être que Charles Xavier l'avait compris lui et est venu le faire sortir du coup. Et a fait effacer la mémoire des gens qui l'ont emprisonné. Il y a plein de raisons. Donc c'est pas très compliqué en vrai. D'ailleurs en parlant de Charles et Magneto, je vais revenir aussi sur d'autres petites incohérences. C'est par rapport aux acteurs. En effet, dans la première timeline des X-Men, on peut voir des flashbacks avec Charles Xavier en 79 dans les années 80. Et Charles et Magneto sont les acteurs vieux. Rajeunis bien sûr, mais c'est les acteurs vieux qui les jouent. Alors que à l'inverse, dans la nouvelle timeline, créée à la fin de Days of Turpast avec Apocalypse tout ça, on peut voir Charles et Magneto avec toujours leurs acteurs jeunes dans les années 90, voire même Charles on peut le voir en 2018 avec son acteur jeune dans Deadpool. De même d'ailleurs que pour tous les X-Men dans cette scène-là qui sont leur version jeune. Alors comment expliquer cela? Eh ben, encore une fois, pas d'incohérence, juste un problème d'acteur. En effet, dans la première trilogie, évidemment, ils n'avaient pas encore choisi les acteurs jeunes pour ces versions-là, donc c'était normal de le faire jouer par Patrick Stewart et Ian McKellen, en version rajeunie. Et dans la nouvelle timeline, par contre, c'est vrai que des fois les acteurs jeunes restent jeunes trop longtemps. Je veux dire, les gars, ils ont pris à peine quelques rides en passant des années 60 tout court à 90. C'est vrai que c'est abusé, je suis d'accord. Mais ça, comme j'ai dit, c'est juste un problème d'acteur et pas d'incohérence sur le papier. Évidemment, la plus perturbante pour tout le monde, c'est le caméo des X-Men qui dure 2 secondes dans Deadpool 2. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce caméo, justement à cause des acteurs. Alors en fait, il faut comprendre, c'était à l'époque le tournage de Dark Phoenix qui était en cours, et du coup les acteurs sont venus faire un petit caméo comme ça pour le fun. Donc jusque là rien de bien méchant. Le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'en effet, ça se passe en 2018, et tous les acteurs dans la pièce devraient être joués par les acteurs vieux. Donc c'est pas vraiment une incohérence, encore une fois c'est que des acteurs, mais dans votre tête, faut imaginer cette scène-là, c'est avec les acteurs vieux. Ce serait marrant d'ailleurs que quelqu'un les fasse en IA, ce serait drôle. Donc voilà. Mais bon, comme j'ai dit, acteur, c'est comme redesign, c'est pas une incohérence s'il est recasté ou rajeuni, enfin voilà. D'ailleurs, une autre petite incohérence temporelle que je case, et c'est la seule vraie incohérence en vrai qu'on ait dans la timeline, enfin dans la saga X-Men, c'est Charles qui dit à Wolverine que quand il a rencontré Magneto, il avait 19 ans. Alors qu'on sait dans X-Men le commencement que quand ils se rencontrent, ils sont plutôt fin vingtaine, début trentaine. Et alors ça, oui, je le reconnais, c'est la seule vraie incohérence, en tout cas au niveau de l'âge. Alors après, j'allais dire, pour l'explication rationnelle, j'ai dit ça en rigolant, peut-être que le Profix commence déjà à délirer parce qu'il est un peu vieux et du coup il confond les dates. C'est possible,
Ou alors ils se sont croisés brièvement à 19 ans, mais pareil, pourquoi le prof X ne s'en souviendrait pas dans le commencement, ce serait étrange. À moins qu'à l'époque il avait juste croisé dans la rue, il avait compris que c'était un mutant en lisant les pensées et c'est tout. Mais oui, je suis d'accord que c'est très bizarre. Pareil d'ailleurs pour les 15 ans de Wolverine, car en effet, X-Men Origins Wolverine se passe dans les années 80, et ils font souvent allusion que sa mémoire, dans la première trilogie X-Men, a disparu il y a 15 ans. Sauf que ces films se passent en 2003, donc le calcul est mauvais. Alors une fois j'avais vu des gens qui essaient de replacer un peu les films X-Men pour qu'ils se passent un peu plus tôt dans la timeline. J'allais dire si vous voulez, mais dans les faits non, les 15 ans c'est juste une petite incohérence malheureusement. Et il faut prendre ça comme, j'allais dire 20 ans et quelques. Je sais que c'est un peu facile, mais bon, c'est comme ça. Après, j'allais dire, dans le MCU, on en a des choses comme ça. Hein. On a bien Spider-Man Homecoming qui dit que la bataille de New York se passe 8 ans avant Homecoming. Ce qui n'est pas le cas, c'est 4 ans. Mais bon, donc ça c'est juste une petite incohérence malheureusement. Ensuite, on va passer par rapport à Wolverine et par rapport à sa mémoire. En effet, à l'époque, beaucoup de gens pensaient que dans les films, il avait perdu sa mémoire à cause de l'opération de l'adamantium, et que du coup, X-Men Origins était incohérent puisqu'il se fait tirer dessus et c'est comme ça qu'il perd la mémoire. Encore une fois, jusque-là, zéro incohérence. C'est les gens qui ont cru qu'il avait perdu la mémoire à cause de ça, c'est sous-entendu dans les films, mais c'est pas ça qui lui fait perdre la mémoire, c'est les balles en adamantium de Stryker. Donc jusque-là, zéro incohérence. Cependant, un petit truc que j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu peu de gens justement parler, c'est que dans X-Men, dans Wolverine, le combat de l'immortel, Logan se souvient de beaucoup de choses. Il commence à se souvenir quand même pas mal de Nagasaki et de Yashida. Dans Days of Future Past, il sait qu'il a vécu beaucoup de guerres. Il y a aussi un flash dans le combat de l'immortel où il parle de Kayla, donc sa copine là qu'il avait dans Origins Wolverine. Donc pareil, vous allez me dire, mais comment il a retrouvé la mémoire? Et ben en fait, ça c'est pareil, c'est un petit peu sous-entendu déjà dans les films X-Men. En effet, dans X-Men 2, Prof X lui a fouillé dans la mémoire, ce qui a commencé à lui rendre un petit peu des fragments de son passé. Suite à sa rencontre avec Stryker, il a plein d'éléments qui ont commencé à se débloquer, en particulier quand il était de nouveau dans la salle d'opération de l'adamantium. Sans compter qu'ensuite il s'est passé 3 ans où il est resté au manoir des X-Men avant X-Men 3, où il a pu faire d'autres choses avec le Professeur X pour lui débloquer le cerveau. Donc pour moi, c'est tout simplement logique. Logan se rappelle de plus en plus son passé au fur et à mesure du temps, dû à des moments qui se sont débloqués et qui en débloquent d'autres au fur et à mesure. Pour moi, il n'y a rien d'incohérent là-dedans. Aussi, un autre truc qui est intéressant, c'est par rapport, vous savez, à l'opération que Wolverine subit pour avoir l'adamantium. En effet, dans X-Men 2 et dans X-Men 1 d'ailleurs, on a pas mal de flashbacks très rapides où on peut voir Logan sortir, tuer plein de mecs, avoir du sang partout, voilà. Sauf que c'est des scènes assez différentes de ce qu'on a dans X-Men Origins Wolverine. Alors encore une fois, comment concilier ces deux choses? Alors la première, évidemment, c'est que c'est tout simplement un petit retcon. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais raconté d'un point de vue différent. J'allais dire comme l'Incroyable Hulk. L'Incroyable Hulk, si on le reprend aujourd'hui dans le MCU, bah, ce serait avec la tête de Mark Ruffalo, à la place de Edward Norton, vous voyez ce que je veux dire? Et bah là, c'est pareil pour l'opération de Wolverine. Les deux éléments, j'allais dire, ont eu lieu. Enfin, le vrai élément, c'est celui d'Origins Wolverine, et dans X-Men 2, c'est des hallucinations. Alors oui, je préfère largement d'ailleurs les flashbacks qu'on voit dans X-Men 2, ils avaient l'air beaucoup plus violents et tout, mais factuellement, c'est Origins qui a eu lieu. D'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est que dans Days of Future Past, un moment, Logan a des flashbacks, et ça mélange justement des scènes de X-Men 2 et d'Origins Wolverine, ce qui montre que les éléments sont plus ou moins les mêmes, c'est juste que c'est Logan qui hallucine un peu certains détails. D'ailleurs, si on veut même rentrer dans un autre terrain, on n'a qu'à se dire d'ailleurs que tous les flashbacks que Wolverine a, à la base, ils viennent de rêves. Et les rêves, on sait que chez Marvel, c'est des éléments qui se passent dans d'autres univers. Donc toutes les fois où Logan rêve dans X-Men 2 et X-Men 1, c'est tout simplement des Logan alternatifs qui ont des scènes alternatives quand ils ont l'adamantium. Et sa version à lui, c'est Origins Wolverine. Tout simplement. Enfin, je voulais revenir aussi à un autre truc, c'est par rapport au film Logan. Alors bon, heureusement Deadpool 3 a commencé enfin à faire taire les gens. Oui, ça se passe bien dans la même timeline, évidemment, que la saga X-Men. Au moins, ça a été redit dans le film, c'est acté, les gens le savent. Mais ça a toujours été le cas. Le film était en effet préparé dans X-Men Apocalypse en scène post-crédit, il y a des liens avec Deadpool 2, avec New Mutants, et de toute façon, réalisateurs et producteurs, scénaristes, ont dit que Logan faisait partie de la saga X-Men et se passait après Days of Future Past. Donc le film a toujours été canon. C'est juste les gens qui, j'allais dire, déliraient sur le fait que ce soit un univers alternatif. Alors qu'en vrai, non, ça n'a jamais été le cas, jamais dit nulle part. Mais bref, maintenant de toute façon, Deadpool 3 a réaffirmé ça, donc c'est officiel. Mais certains peuvent se demander pareil quelque chose dans Logan. Quelques petits détails incohérents, dont on va répondre. Déjà, Logan se passe dans la deuxième timeline, ça tout le monde le sait. Il se passe en 2029, après que Charles ait tué 7 X-Men et blessé beaucoup d'autres. On ne sait pas d'ailleurs qui exactement. Ça se passait en 2028. Jusque là, rien d'anormal. On a la présence aussi de Caliban qui était présent dans X-Men Apocalypse, et qui est un peu différent. Néanmoins, c'est le même personnage, ça a été dit. Il a juste un autre acteur, c'est assez normal aussi, il est beaucoup plus vieux. Donc voilà, pas d'incohérence pour Caliban.
Et les petites incohérences, c'est le fait par exemple que le professeur X mentionne la statue de la liberté. En tout cas, il mentionne un des enfants là-bas. Alors déjà, je tiens à préciser que Prof X hallucine à ce moment-là, donc il ne parle pas des événements de X-Men 1, mais Logan en l'occurrence les mentionne. Et Charles d'ailleurs le mentionne plus tard, quand il l'a trouvé, il se battait dans des combats, dans des cages et tout, c'est une référence aussi à X-Men 1. Mais encore une fois, ça c'est la deuxième timeline, donc comment est-ce possible? Et ben rappelez-vous, encore une fois, ça c'est expliqué dans Days of Future Past, Logan et Charles sont les seuls qui se rappellent de toutes les timelines. En effet, Wolverine, parce qu'il vient littéralement de la première et qui s'est réveillé dans la deuxième plus tard, donc lui il se souvient que de l'ancienne timeline et de tout ce qu'il a vécu avant. Et Charles, lui, se souvient de tout simplement parce que il a eu accès déjà aux souvenirs de Wolverine dans Days of Future Past, mais qu'il a rencontré aussi le Charles du futur, de l'autre timeline. Et évidemment, il a eu du coup toutes ses connaissances en lui. Donc, et même je trouvais ça assez poétique que la saga se finisse par les deux qui se rappellent des deux, justement, de toute la saga. Les deux seuls qui s'en souviennent, c'est assez cool. Donc, il n'y a aucune incohérence par rapport à ça. Et une autre incohérence, pareil, que j'ai vu revenir par rapport à Logan, c'est la fameuse phrase, ça fait à peu près 25 ans qu'il n'y a pas eu de naissance de mutants. Et que du coup, il y a beaucoup moins de mutants, tout ça. Et beaucoup de gens me disent donc c'est incohérent avec Deadpool, incohérent avec tout ce que vous voulez. Sauf qu'en fait, absolument pas. Tout est resté bien cohérent. Déjà, bon, j'allais dire tout ce qui se passe dans Logan, les clones, c'est prévu depuis les années 80 dans X-Men Apocalypse, quand ils ont récupéré les fioles de mutants. C'était déjà teasé à l'époque. On peut voir dans Deadpool 1 qu'il y a des sociétés qui fabriquent des mutants, justement, parce qu'il n'y a plus de naissance de mutants. Donc c'est assez logique qu'ils commencent à les fabriquer. Donc toujours totalement cohérent avec ce qui est montré dans Logan. On peut penser aussi à New Mutant. New Mutant où justement les mutants sont capturés extrêmement vite par Transigen et Essex, car les mutants sont de plus en plus rares justement, et il faut les éradiquer plus ou moins, c'est ce que Essex essaie de faire avec Transigen. D'ailleurs ils le disent dans Logan, hein, c'est grâce à la nourriture qu'au fur et à mesure ils ont empoisonné les gens pour qu'il n'y ait plus de mutations. Donc pareil, toujours très cohérent. Et même par rapport à la de 25 ans, bah, ça paraît assez cohérent. Un des derniers mutants assez jeunes qu'on voit dans la timeline, c'est Russell, dans Deadpool 2, et le camp, j'allais dire, de mutants. Pareil pour ce qui se passe dans New Mutant d'ailleurs. Donc pareil, toujours aucune incohérence. Et pour les mutants qu'on voit assez jeunes dans l'épilogue de Days of Future Past qui se passe donc en 2023, beaucoup de gens vont me dire, mais alors pourquoi il y a des mutants ici? Et bien en fait, ce ne sont tout simplement pas des mutants. En effet, le professeur X avait déjà expliqué qu'il allait ouvrir l'école aux humains et aux mutants, ce qui était déjà un peu le cas dans Dark Phoenix. Donc en 2023, tous les jeunes personnages qu'on voit, en fait, c'est des humains, et pas des mutants. Donc tout est cohérent, encore une fois. Et par rapport à Deadpool 3, ça du coup c'est des nouvelles choses. On sait donc que maintenant, dans la timeline de la saga X-Men, il y a un Logan alternatif et une X-23 du futur en 2024, donc avant les événements de Logan, qui auront lieu évidemment. Le futur n'a pas été changé, hein. Enfin, Professeur X tuera bien les X-Men en 2028, et Logan mourra en 2029. Rien n'a changé. Mais dans la timeline, du coup, on sait juste que maintenant il y a un autre Wolverine et une X-23 futuriste. Et ça, c'est pas une incohérence, encore une fois, c'est juste que le TVA les a ramenés à ce moment précis. À voir évidemment ce qui se passera dans Secret Wars éventuellement. Mais donc voilà, pour faire un petit bilan, je suis désolé, la vidéo est assez longue, mais je voulais être complet. On peut remarquer qu'en vrai, la seule incohérence qu'il y a de la saga, c'est juste Prof X qui dit avoir rencontré Magneto à 19 ans. Et encore une fois, même celle-ci en vrai peut s'expliquer par le fait qu'il ait lu ses pensées et qu'il ait compris que c'était un mutant, s'il l'avait croisé un jour. Mais c'est tout, mis à part ça. Encore une fois, si on prend en compte les timelines qui sont différentes, qui expliquent déjà 3/4 des incohérences, les choses expliquées dans les films, il faut juste être très attentif. Certains trucs sont du hors-série, comme le comics avec Dents de Sabre, et les explications des producteurs, et ben on se rend compte qu'au final, la saga X-Men n'est pas si problématique que ça, et il n'a même pas vraiment d'incohérence au final. Donc bon, j'espère que cette vidéo aidera quand même à faire changer un peu les mentalités sur cette saga, car si on peut prendre en compte, le MCU a bien plus d'incohérences, et ça je trouve ça assez drôle. Comme je dis, les seules incohérences au final, quelques dates, et quelques designs, ou j'allais dire changements d'acteurs, qui sont pas des incohérences en soi, mais juste des changements d'acteurs. Comme j'ai dit, des fois les acteurs vieux qui jouent des versions jeunes, ou les acteurs jeunes qui jouent des versions vieilles. Mais ça, c'est pas une incohérence, c'est juste un mauvais choix d'acteur, plus qu'autre chose. Donc voilà, je suis désolé d'avoir été long. En tout cas, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous saviez pour la plupart de ces incohérences? Est-ce que ça vous a éclairci des choses aussi? Parce que je sais que certains ne savent pas tout, c'est normal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi en commentaire, encore une fois, ce que vous pensez de tout ça. Peut-être j'en ferai pour le MCU, ça pourrait être cool aussi. Mais bon. Et si vous avez des questions, évidemment, pour certaines incohérences, même si j'en aurais oublié une ou deux, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.